Ala Kodmani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste franco-syrienne, grand reporter à Libération. Vous publiez Seul dans Raqqa aux éditions Équateur. On va parler tout d'abord de la situation à Mossoul, qui se trouve en Irak. Mossoul, où l'armée irakienne avance, Daesh recule. On va voir des images. L'armée irakienne va finir par triompher, là, de Daesh. Heureusement. Ça fait 5 mois que ça dure. Hein. Ça fait un moment que ça dure, c'est pas tout à fait fini. Et il y aura aussi du chemin après. Ouais. On a vu la mosquée Al-Nouri qui se trouve à Raqqa, à Mossoul, pardon. C'est pas innocent parce que c'est de cette mosquée que Al-Baghdadi avait proclamé le califat en 2014. C'est là où il paradait. Hein. C'est ça. Oui, c'est sûr que c'est une place emblématique. C'est la seule image d'ailleurs qu'on a de Baghdadi. C'est la seule image, on est sûr que c'est lui et que c'est confirmé. C'était à ce moment-là quand il a proclamé le califat à partir de la mosquée. Donc là, l'armée irakienne a repris déjà toute la partie est de Mossoul et ils sont en train de prendre la partie ouest. On va écouter des témoignages de civils qui fuient les combats qui maintenant ont lieu au cœur de la ville, juste à côté de cette mosquée. On écoute. Il y a des corps dans les décombres, une quinzaine. Les islamistes ne voulaient pas qu'on les récupère. Ils nous tiraient dessus. L'enfant doit avoir 3 mois. Ses parents ont été tués. Maintenant, les rues sont trop étroites. Nos forces combattent à pied. Donc les forces combattent à pied. Comment se comportent les hommes de Daesh? Est-ce qu'ils ont peur, ils fuient ou est-ce qu'ils sont jusqu'au boutiste? Je crois que c'est la très grande interrogation tout le temps. Parce que les hommes de Daesh gardent bien le secret de leur stratégie ou de leur pas. Et que ce soit les assaillants ou n'importe qui autour, on se pose la question, que vont-ils faire? Parce que leur stratégie, c'est tout le temps de surprendre. Est-ce que ça va être un déluge de voitures piégées qui vont exploser? Est-ce que ça va être des kamikazes qui vont se mettre... Est-ce qu'ils peuvent se retirer? Et on les a vus parfois se retirer contre toute attente de certaines positions. Al-Baghdadi, qu'on a vu en photo tout à l'heure, aurait quitté Mossoul. On a dit ça. Il y a quelques semaines, on l'aurait même aperçu à Raqqa. Des gens de Raqqa nous ont dit ça. Il n'y a aucune certitude de tout ça. Qui sont-ils, ces hommes de Daesh? Parce que vous dites, finalement, on a des Ouzbeks, des Tchétchènes, des Indonésiens, des Somaliens. C'est absolument pas des locaux, souvent. Ah non. Enfin, notamment en Syrie, Daesh a attiré justement des djihadistes du monde entier. Je crois qu'il y a à peu près 80 nationalités au total. Hein. Ça va vraiment les 4 coins du monde qui sont... Et c'est le cas notamment en Syrie où c'est essentiellement des djihadistes étrangers, alors qu'en Irak, comme il y a une base, Daesh avait une base, il y a beaucoup d'Irakiens. Donc on est bien d'accord que Daesh avait 2 fiefs. On va voir une carte. Mossoul qui se trouvait en Irak et Raqqa qui se trouve en Syrie. Si Mossoul est en train de tomber, est-ce qu'on peut imaginer que les djihadistes fuient Mossoul pour aller vers l'autre fief de Daesh qui se trouve à Raqqa? Alors tout le monde y a pensé évidemment, et c'est un des objectifs de la coalition et de tous ceux qui mènent la guerre contre Daesh, c'est de couper justement la circulation entre ces deux villes, les deux fiefs. Sachant quand même qu'il y a des possibilités de souterrain, que c'est pas évident, mais la route est en principe coupée. Et même à l'intérieur de la Syrie, la route entre une autre ville, Deir ez-Zor, qui est vraiment à la frontière irakienne, et Raqqa est pratiquement coupée. Donc, bon, normalement, elles sont isolées, mais il n'y a pas de garantie. Alors, on l'a dit, Mossoul va finir par tomber. Est-ce que Raqqa, il y a une coalition aussi? Est-ce que là aussi, les combats, est-ce que là aussi, on va éradiquer Daesh et ensuite on en aura terminé? Non. On en aura terminé. 2 questions. Mais d'abord, est-ce que Raqqa va tomber? Oui, une par une. Alors, est-ce que Raqqa... Oui, enfin, la bataille pour Raqqa se prépare. Il y a des forces déjà très appuyées par les Américains. Il y a même eu des forces spéciales américaines sur le terrain maintenant, en Syrie, en prévision de la bataille de Raqqa. Dans cette coalition, on a un peu très hétéroclite. Hein. Oui, un peu. Il y a les Français, un peu les Français, oui. Avec sur le terrain des Kurdes et des Arabes syriens, enfin des Syriens en tout cas, qui s'apprêteraient à... Mais bon... Donc l'armée de Bachar el-Assad? Ah non. Non, surtout pas. Je crois que ça, vraiment, ça compliquerait énormément la situation. Non, ce sont des forces kurdes, essentiellement, enfin le commandement kurde, et
avec des gens de la région de Raqqa, qui sont des groupes arabes, des groupes de combattants arabes aussi, dans cette coalition. Bon, sachant qu'il y a les Turcs aussi qui voudraient participer, il y en a plusieurs. Enfin, il y a plusieurs candidats à la bataille de Raqqa, parce que, évidemment, l'enjeu est là. C'est pas seulement de mener la bataille, mais c'est après de récolter le terrain. Parce que le plus important, et là j'en viens déjà à la deuxième question, c'est que faire de l'après-Daesh. Parce que c'est à chaque fois qu'il y a eu un raté auparavant, c'est quand on n'a pas su quoi faire une fois qu'on a libéré les territoires de Daesh. Il faut qu'il y ait vraiment un vrai gouvernement. Je crois qu'à Mossoul, il y a eu déjà comme un gouvernement local ou une autorité locale qui a pris la partie est de la ville. Mais c'est un élément absolument essentiel parce que les rivalités et les problèmes qui peuvent se créer et les règlements de compte... C'est pas parce qu'on a chassé Daesh que, comme par magie... Exactement, ça peut être des règlements de compte. Paix, aussi bien l'Irak que la Syrie ne sont pas des pays qui étaient faciles à gérer de toute façon. Alors, la guerre en Syrie entre dans sa 7e année. Ça fait 6 ans. Comment vit-on alors, c'est l'objet de votre livre, hein, Seul dans Raqqa. C'est l'histoire d'une fille, Nissan Ibrahim. Alors, c'est un pseudo qui raconte le quotidien à Raqqa. Sur Facebook, voilà, on la voit. Alors, elle dit qu'elle est vêtue en noir intégral. Sinon, alors vous racontez sa vie, hein, sinon c'est des coups de bâton parce qu'il y a la police islamique, c'est ça? Vous donnez même les tarifs. Quand une femme n'a pas son niqab intégral, 10 coups de fouet. Alors, 10 coups de fouet pour le fumeur ou la femme qui porte un vêtement trop près du corps. Voilà. Oui, c'est même pas le voile intégral. C'est même si la abaya, la truc noir est trop moulante, ça va pas non plus. C'est coup de fouet. Donc, oui, non, j'aurais voulu raconter l'histoire de cette jeune femme qui a été un peu comme une histoire exemplaire de ce qu'ont vécu les gens de Raqqa à travers depuis 2011, en fait. Depuis le début de la guerre. Le début de la révolution syrienne d'abord, et ensuite du conflit. Et ensuite la prise, sous l'emprise de l'État islamique, donc des forces de Daesh, parce qu'elle s'est sacrifiée quelque part pour ce combat au bout du compte. Elle a fini parce qu'elle mettait des messages Facebook sous un pseudo, mais ils ont fini par remonter. Voilà. Elle a fini par être démasquée parce que dénoncée par quelqu'un de proche d'elle qui a fait le rapprochement entre elle et son... Et les djihadistes l'ont tuée, malheureusement. Le 6 janvier 2016, on a appris sa mort. Tout à fait. Enfin, on l'a appris, mais on ne sait pas de quand elle date. Elle date probablement d'avant. Cela dit, même sa famille n'a pas pu avoir ni son corps, ni de preuves de son exécution, mais qui est alors, le quotidien de Raqqa, alors est-ce qu'il y a de l'eau, de l'électricité, du pain, vous racontez, tout s'arrête Raqqa ou ailleurs en Syrie, quel que soit là où on est, il y a toujours partout des problèmes d'eau, d'électricité, y compris dans les zones tenues par le régime en plein Damas ou en plein Alep. Donc non, ça, les problèmes d'eau et d'électricité, c'est pas les pires. Je crois que le pire que sont en train de vivre aujourd'hui les habitants de Raqqa, après tout ce qu'ils ont connu ces dernières années, c'est la peur de ce qui va arriver. La peur de comment Raqqa va être attaqué. Déjà, ils sont régulièrement attaqués par l'aviation de la coalition, des Russes, du régime, etc. Ils ont des raids aériens très fréquents. Ils savent que pour libérer cette ville, il va y avoir de la violence, il va y avoir des bombes qui vont tomber, un tapis de bombes. Déjà, il y en a eu régulièrement depuis ces 2-3 dernières années, parce que pour viser les forces de Daesh, on finit par viser et tout le monde ne fait pas très attention aux civils, notamment les forces du régime syrien qui, alors là, larguent un petit peu partout. Donc il y a une très grande panique des habitants de Raqqa qui peur de ce que les djihadistes qui sont sur le sol peuvent leur faire subir, les tenir en otage, les prendre pour bouclier humain, ce qui est déjà le cas. Et d'autre part, qu'est-ce qui va venir des airs et de l'attaque au sol et à quoi ils vont être exposés. Voilà, Seul dans Raqqa, donc ce témoignage bouleversant aux éditions Équateur. Merci beaucoup Ala Kodmani, merci. Merci à vous. Vous restez avec nous tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Premier grand débat ce soir entre les principaux candidats à l'élection présidentielle. Va-t-on assister à des alliances de circonstances, des attaques frontales pour essayer de bousculer un peu les favoris? C'est dans l'air est intitulé ce soir, débat, il joue gros.